Pas par le drame, ni par le récit, mais par la simple organisation de l'espace, du regard et de l'absence. Aujourd'hui, nous plongeons dans les Ménines de Diego Velázquez. Nous allons traverser la lecture célèbre et étrange qu'en propose Michel Foucault, tout en convoquant Wittgenstein et Merleau-Ponty pour affiner les enjeux. Car ce n'est pas seulement une question d'histoire de l'art. C'est une question sur notre propre place. Où se tient le sujet, réellement? Le tableau comme puzzle spatial. Les Ménines ressemblent d'abord à une scène de cour. Au centre, l'infante Marguerite. Sur le côté, Velázquez lui-même, en train de peindre. Mais regardez bien, le peintre nous regarde. Plus loin, au fond, un miroir reflète le couple royal. C'est ici que tout bascule. Le roi et la reine, qui devraient être le centre, sont absents physiquement du tableau. Ils n'apparaissent que par un reflet. Cela implique une chose troublante. Nous, les spectateurs, nous tenons exactement là où ils devraient être. Ce qui semblait être un portrait devient un système de regards croisés. Le peintre regarde vers l'extérieur, vers nous. Les personnages regardent dans des directions divergentes. Le miroir reflète ce que nous ne pouvons pas voir directement. Nous sommes aspirés dans la scène, sans jamais y apparaître. L'intuition de Foucault, le centre absent. Michel Foucault ouvre son ouvrage Les mots et les choses avec cette analyse. Il ne fait pas de l'histoire de l'art, il s'interroge sur la structure même de la représentation. Sa conclusion est radicale, le centre de la représentation est manquant. Le roi et la reine sont nécessaires au tableau, c'est pour eux qu'on peint, mais ils sont absents de l'image. Il en va de même pour le spectateur. Nous sommes ceux qui sont regardés par le peintre, ceux qui rendent la scène possible par notre présence. Mais nous sommes nulle part dans l'image. Pour Foucault, le sujet n'est pas à l'intérieur de la représentation, il est ce dont la représentation dépend, mais qu'elle ne peut montrer. Le sujet est structurellement absent. Le parallèle avec Wittgenstein, le sujet comme limite. C'est ici qu'intervient une résonance fascinante. Ludwig Wittgenstein écrit dans le Tractatus, le sujet n'appartient pas au monde, mais il est une limite du monde. Pensez aux Ménines. Le spectateur n'est pas dans la peinture, mais sans lui, la peinture n'a aucun sens. Tout comme l'œil ne fait pas partie de son propre champ visuel, le sujet définit le champ de visibilité sans pouvoir s'y inclure. Foucault et Wittgenstein convergent. Ce qui rend la représentation possible ne peut pas être représenté. Merleau-Ponty ou l'entrelac des regards. Mais tout le monde n'accepte pas cette architecture froide de l'absence. Maurice Merleau-Ponty propose une autre voie. Pour lui, le peintre n'est pas un pur esprit hors du monde. Il est immergé dedans. Il parle de la chair du monde, un tissu partagé du visible. Si Merleau-Ponty regardait les Ménines, il dirait que ce n'est pas un système de vide, mais un entrelac. Nous ne sommes pas des spectateurs désincarnés. Nous sommes mêlés à la visibilité des personnages. Là où Foucault voit un vide structurel, Merleau-Ponty voit un continuum de présence. Conclusion. Êtes-vous celui qui voit? Finalement, les Ménines devient un champ de bataille philosophique. Le sujet est-il absent, structurel, incarné, ou, comme le suggère Foucault, est-il une construction historique en train de se dissoudre? Le véritable pouvoir du tableau est qu'il ne répond pas. Il met en scène la question. Il nous laisse dans cette position inconfortable. Nous regardons le tableau, mais nous sommes aussi capturés par sa structure. Alors, posez-vous la question la prochaine fois que vous faites face à une image. Êtes-vous celui qui voit, ou faites-vous partie de ce qui est vu? Appel à l'action. Et vous, face aux Ménines, ressentez-vous ce vertige de l'absence ou, au contraire, une immersion totale dans la chair de la peinture? Le sujet est-il pour vous une limite ou un entrelac? Partagez vos réflexions en commentaire. Si cette plongée dans les structures du regard vous a plu, abonnez-vous à Diacritique pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Retrouvez mes analyses textuelles sur la Diagonale des Savoirs.